Et pour commencer cette émission, on va parler transformation des entreprises dans le cadre de notre rendez-vous mensuel avec Arnaud de Malocène. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes directeur du développement de Boson Project et à vos côtés ce mois-ci, Gérard Matancio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur délégué de la direction des dirigeants, talents et dynamique managériale chez Enedis. Alors, on va se plonger dans une thématique aujourd'hui, Arnaud, que vous m'avez proposée, qui est l'éloge de la transgression dans le cadre d'une transformation managériale, avec évidemment comme cas pratique Enedis. Mais d'abord, Arnaud, moi j'aimerais comprendre, c'est quoi l'éloge de la transgression ? C'est le fruit de nos discussions avec Gérard et il l'incarnera et il vous présentera ça. Mais je trouve que moi, ça me touche beaucoup parce que dans des organisations en transformation, l'éloge de la transgression, ça veut finalement dire que les organisations sont avant tout humaines. Si je fais un peu de sociologie de comptoir, les organisations sont là pour assurer, organiser, structurer, permettre la coopération au service d'un but, que ce soit vendre des yaourts, des voitures ou des nuits d'hôtel. Ouais. Et cette organisation-là, elle s'incarne dans un cadre qui est en général assez strict, qui vit avec des process plus ou moins contraignants, une culture d'entreprise avec ses rites, ses rituels, etc. Donc on a finalement un espèce de cadre qui peut rester assez rigide, qui est là pour organiser le travail. Et la transgression dans ce cadre-là, c'est finalement la liberté des collaborateurs de faire face à ce cadre puissant-là et de pouvoir finalement le remettre en cause. Alors il y a la mauvaise transgression qui est une... Mais il ne s'agit pas de faire tout voler en éclats non plus. Non, justement. Et du coup, on a la mauvaise transgression avec ceux qui font tout voler en éclats et qui sont éjectés par l'organisation. Et on va avoir la transgression qui est plutôt positive. Dans les boîtes qu'on accompagne, on va plutôt miser sur on les appelle les rebelles constructifs, si je prends la version française de corporate hacker, mais c'est ceux qui, dans le sens de l'entreprise, vont remettre en cause son cadre et vont le questionner à différents niveaux, que ce soit pour faire des économies, pour mieux servir le client, pour questionner l'efficacité du fonctionnement des lignes hiérarchiques, etc. Et du coup, je trouve que c'est l'éloge de la transgression, c'est en période de transformation la capacité d'une entreprise à donner des territoires d'expression aux collaborateurs pour qu'ils puissent transgresser, protéger cette transgression parce qu'elle rend service à l'entreprise, elle lui empêche d'être figée et finalement avec des œillères. Ouais, mais où est-ce qu'on fixe la limite alors ? Où est-ce qu'on fixe la limite ? Mais je pense qu'il faut faire confiance aux gens. Et dans toutes les organisations, on le voit, c'est à partir du moment où les règles du jeu et le cadre est clair, la confiance fait le reste. Et l'organisation se régule d'elle-même. Et je pense que Gérard en parlera mieux que moi avec le cas Enedis, mais ça fait quoi ? Ça fait maintenant, nous, une dizaine d'années qu'on accompagne des organisations et qu'on mise sur cette transgression et qu'on mise sur cette confiance aux collaborateurs. On n'a jamais eu de mauvaise surprise. Il n'y a jamais eu de collaborateurs qui sont sortis du cadre ou qui ont remis en cause de manière gratuite le cadre parce qu'on les fait travailler en équipe, parce que c'est jamais un individu solitaire. Et ce travail-là, cet équilibre-là fait que finalement le cadre peut être remis en cause et on a une organisation qui est capable de se mouvoir. Mais comment on procède concrètement alors ? Parce que on ne dit pas du jour au lendemain à des équipes allez-y, transgressez, puis on verra ce que ça donne à la fin. J'imagine qu'il y a quand même un processus, un peu de transformation quelque part. Il y a un processus et ça ne peut pas être une injonction. Effectivement, on voit des boîtes qui se sont lancées dans des transformations en disant on fout tout en l'air et puis allez-y, sortez des cages. Et évidemment, personne ne sort des cages. Donc je dirais qu'il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord une vision qui doit être claire et partagée, donc simple. Il y a une stratégie derrière, c'est le job des dirigeants, mais la stratégie, c'est comment est-ce qu'on organise la transformation. On ne peut pas tout foutre en l'air du jour au lendemain en disant sortez de vos cages, parce que finalement, on aura bousculé tous les repères quotidiens des collaborateurs. À partir du moment où il n'y a plus de repères, on inverse la responsabilité, c'est qu'on demande aux collaborateurs de porter la responsabilité de remettre du cadre, du sens dans la transformation. Donc le job des dirigeants, c'est une vision claire, un cadre qui est clair, dans lequel les collaborateurs vont pouvoir venir pratiquer, si on peut appeler ça, la transgression. Mais s'il n'y a pas ça, on va finalement avoir des boîtes qui disent « Allez, on devient agile » et à la fin, on n'aura que de l'agitation. Bon, alors justement, on va aller voir concrètement comment ça s'est passé chez Enedis. Gérard Matancio, vous avez mis ça en place depuis 2015. Comment est-ce que vous avez pensé déjà cette transgression au sein d'Enedis, cette transformation managériale ? Et surtout, qu'est-ce qui vous a poussé à le faire au départ ? D'abord, une conviction. La conviction repose sur l'équation suivante. C'est que la performance d'une entreprise, on ne l'obtient qu'avec des collaborateurs engagés. La vraie question, c'est comment on fait pour engager les collaborateurs. La réponse d'Enedis, depuis de nombreuses années, c'est les comportements. Ce sont les comportements managériaux qui font des collaborateurs engagés. Cette équation-là, elle est vitale parce que tous nos projets de transformation sont vraiment ciblés sur les comportements managériaux. On dit d'ailleurs de manière assez usuelle qu'on ne quitte pas une entreprise, on quitte un manager, en général un mauvais manager. Ouais. Donc cette question des comportements managériaux, c'est ce qui a bâti le projet dès le départ. Ce qui nous a poussé aussi, c'est mon expérience personnelle. J'ai 30 années d'expérience dans cette entreprise et j'ai pu constater en tant que manager
et en tant que manager, les difficultés qu'on pouvait avoir à certains moments pour transgresser, comme le dit Arnaud, mais transgresser de manière honnête et de manière pour le bien de l'entreprise, le cadre qui était parfois un peu, vous l'imaginez bien, dans une entreprise qui a plus de 75 ans, un peu rigide parfois. Et puis ce projet, si vous voulez, il n'a pas été pensé à l'origine. Ce n'est pas une démarche délibérée, c'est une démarche émergente. C'est-à-dire qu'une opportunité se présente et on se dit, tiens, c'est le moment ou jamais de mettre en place nos convictions sur le management. On touche à tel objet de l'entreprise, on dit, tiens, là, profitons-en pour être cohérent, etc. Donc on construit finalement un projet d'ensemble, pas à pas, pied à pied, step by step. Et c'est après qu'on se rend compte au final que cet ensemble est cohérent et qu'on peut le donner à voir aux collaborateurs. Donc il n'y a pas de démarche vraiment pensée finement à l'origine. Vous êtes quand même dans une entreprise qui est assez syndiquée. Donc, est-ce que c'est facile d'appeler à la transgression quand on est dans un environnement syndicalisé ? Alors, effectivement, Enedis est, comme souvent les entreprises de services publics, une entreprise syndicalisée. Alors, le syndicat, c'est une question de posture et c'est une question d'homme, je dirais. Question de posture, c'est-à-dire que si on prend les syndicats comme des empêcheurs de tourner en rond, effectivement, la relation est vite bloquée. Il y a des syndicats constructifs et d'autres peut-être un peu moins. Oui, mais il y a aussi la vision que vous pouvez en avoir, vous, déjà, a priori. Et on peut considérer que leur vision, même si on ne la partage pas toujours, c'est une lecture du contexte qui peut enrichir le projet. Alors c'est là où c'est intéressant, c'est que le projet, en général chez Nice, on évite le plus possible de venir dans un IRP, dans une institution représentative du personnel, avec un projet ficelé. On vient, avant les IRP, voir les OS, en disant voilà l'idée qu'on a en tête. Les organisations syndicales. Voilà, les organisations syndicales. Voilà le projet que nous avons en tête. Il n'est même pas ficelé, il n'est même pas détaillé dans toutes ses formes. On voudrait faire ça. Vous en pensez quoi ? Et c'est comme ça qu'on arrive à construire peu ou prou une relation de confiance. Alors, je vous l'accorde, ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas toujours parce qu'en face de nous, on a des hommes plus ou moins compétents, plus ou moins ouverts. Mais quand ça marche, c'est intéressant parce qu'ils nous donnent eux-mêmes des solutions à des problématiques que nous avions identifiées et que nous ne pouvions pas résoudre, et à des problématiques que nous n'avions pas identifiées et qu'il fallait absolument résoudre dans le projet. Mais alors, à l'inverse, comment réagit la direction ? Parce que c'est pas facile de dire je vous donne un peu les clés aux équipes. C'est aussi un challenge de confiance du côté de la direction. Absolument. Vous l'avez dit, le maître mot, l'essence de ce projet-là, c'est la confiance. Donc, on avait un cadre clair, comme l'a dit Arnaud, il faut un cadre clair. Le cadre clair, c'était quoi ? C'était dire... Écoutez, l'environnement dans lequel est Enedis est devenu compliqué, beaucoup plus compliqué qu'avant. Et donc le management command and control, c'est un mode de management que vous ne pouvez plus utiliser de manière totale sur tous les aspects de l'entreprise. Ça existe et c'est nécessaire, le mode de command and control, notamment en situation de crise. Mais dans la vie quotidienne, nous avons besoin de l'intelligence collective de tout le monde. Et dans l'intelligence collective de tout le monde, nous avons besoin de nous appuyer sur les gens. Et donc, nous souhaitons responsabiliser et autonomiser le plus possible les collaborateurs. C'était ça le cadre. Ensuite, le patron de l'époque et la patronne d'aujourd'hui nous ont fait confiance en disant le but, vous le connaissez, le chemin vous appartient. Construisez le chemin. C'est vraiment cela qui a été mis en œuvre. Ensuite, comment les rassurer sur la transgression ? Deux choses. D'abord, c'est une transgression sage, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on autorise des transgressions du cadre à partir du moment où on est prévenu avant. D'accord. Et à partir du moment où l'initiative est réversible. Si cette initiative conduit à une impasse, il faut pouvoir revenir en arrière. C'est du test and learn, en fait. Absolument. Et puis la deuxième condition qu'il faut, me semble-t-il, pour que la direction nous fasse confiance, c'est aussi parler son langage. C'est-à-dire qu'une direction d'entreprise, elle cherche des résultats. Et on ne peut vivre et faire ce travail que si on a des résultats. Et donc démontrer de manière tangible que l'on obtient des résultats. Et ça aussi, on a pu leur témoigner. Et vous n'avez pas eu l'impression à un moment ou à un autre d'être un peu le pare-choc entre deux fronts ? Alors je dirais pas le pare-choc, j'ai plutôt eu le sentiment d'être à la fois un parachute ventral et puis une couveuse. D'accord. Alors je m'explique. Le parachute ventral, c'est le parachute qui normalement ne vous sert pas. Et effectivement, les patrons régionaux avaient besoin de quelqu'un dans l'entreprise qui se porte caution vis-à-vis d'eux, qui leur garantisse qu'il y aurait quelqu'un au national, donc en l'occurrence moi, qui dirait oui, l'initiative qu'ils ont prise, je la connais, je la cautionne, etc. Ils en avaient besoin aussi pour un autre titre, c'est que leurs équipes à eux, en région, pouvaient se poser légitimement la question, tiens, on a un nouveau patron qui nous demande de faire des trucs vraiment hors normes,
est-ce qu'il n'est pas un peu loufoque et est-ce que c'est vraiment cautionné par l'entreprise? Et ça aussi, c'était une caution que je leur apportais en tant que parachute ventral, je vais le dire. Je n'ai pas eu beaucoup besoin de l'utiliser. Et puis la couveuse, c'est quoi? La couveuse, c'est faire en sorte de protéger l'initiative jusqu'à ce qu'elle soit viable, ou en tout cas jusqu'à ce qu'elle ait pu donner à voir ce qu'elle doit avoir. En clair, c'est faire en sorte qu'on ne donne pas prise au on n'a jamais fait comme ça, ou ça ne va pas marcher, ou on l'a déjà fait, ou combien ça coûte, combien ça rapporte, ou le business plan, il est où? La démarche, c'est pas ça. La démarche, c'est on essaye, on voit ce que ça donne, petitement. Et puis si ça marche et que le poulet a pris de la vigueur, alors là, on peut le présenter en COMEX et on peut proposer au COMEX de l'entreprise de généraliser l'initiative. Et ça vous a amené à mettre à plat des règles qui avaient déjà été établies, par exemple, depuis longtemps ou... Absolument. Notre politique mobilité des compétences, par exemple, la mobilité interne, c'est la politique qui régit les mouvements des personnels lorsqu'ils mutent de poste en poste, lorsqu'ils bougent. Voilà des règles qui avaient 75 ans d'histoire. Depuis 75 ans, oui. On vivait avec des règles. Pour vous donner un exemple, si j'étais votre manager, eh bien c'est moi qui décidais quand vous aviez le droit de me quitter. Ah ouais? Vous ne pouviez pas me quitter sans que je donne l'autorisation de partir dans une autre équipe. C'est moi qui décidais. C'est aussi moi qui décidais. Du coup, j'imagine que, en termes de manager, on n'a pas envie de laisser partir ces bons éléments, quoi. Vous avez tout compris. Vous avez compris. En tout cas, la grande partie du problème, c'est ça. J'avais également le pouvoir de vous dire, OK, vous pouvez partir, mais sans augmentation salariale. Et puis, je pouvais aussi vous dire, écoutez, vous êtes en RH, vous voulez faire de la clientèle. Ouais, mais moi, je ne vous vois pas en clientèle. Donc, vous n'irez pas en clientèle. Et ça, vous avez réussi à le... Ça, c'était le pouvoir qu'avaient les managers. Tous n'en abusaient pas, je vous rassure, mais tout de même. Donc, depuis le 1er janvier 2019, tous les collaborateurs d'Enedis peuvent partir quand ils veulent, comme ils veulent d'Enedis, en tout cas de leur poste, pour aller regagner un autre poste chez Enedis, sans en informer leur manager, sans demander l'autorisation de leur manager. Qu'est-ce que ça a changé, vous allez me dire, sur le comportement managérial? Tout. Parce que si je n'ai plus le pouvoir de la contrainte pour vous retenir, qu'est-ce qui me reste pour vous retenir si j'ai envie de vous retenir et de vous fidéliser? Il me reste moi, ma qualité managériale. Est-ce que je vous donne envie de rester ou pas? Est-ce que mon comportement managérial fait que vous allez rester ou pas? Est-ce que les gens dans mon équipe qui se démènent sont mieux rémunérés que ceux qui se démènent moins? Est-ce que je m'occupe du développement de vos compétences? Est-ce que je m'occupe de votre parcours professionnel? C'est ces questions-là qu'on demande à nos managers de régler. La réputation du manager devient finalement le seul instrument pour fidéliser ou attirer. Et vous avez observé moins de turnover, par exemple, dans les équipes? Oui. J'ai surtout observé plus de candidats. Ah ouais. Plus de candidats sur les postes. Et puis, on a observé aussi des phénomènes assez intéressants. C'est que dans certaines situations où les gens partaient rapidement, on pointait la cherté de la vie locale, etc. Les études ont montré que c'était, à coup sûr, pas la cherté de la vie dans ces cas-là. C'était le comportement managérial. Alors, pas toujours, je vous l'accorde. Et c'est là où les OS ont pu m'aider. Par exemple, on peut considérer qu'à qualité de management égale, vous pouvez avoir certaines situations, certaines villes qui attirent moins que d'autres. Et là, la CGT, pour ne pas la nommer, m'a proposé une idée en disant, écoutez, pourquoi vous ne proposeriez pas à ceux qui acceptent de venir dans une zone qui est plus déficitaire ou moins attractive que d'autres, proposer à ceux qui l'acceptent de négocier ce qu'ils veulent. Ça ne veut pas dire que vous allez accepter, mais ils posent sur la table un certain nombre d'exigences que vous êtes prêts à assouvir ou pas. Et vous passez un contrat avec eux, et moyennant quoi ils s'engagent à rester un certain nombre d'années. D'accord. J'ai trouvé ça très intéressant. D'ailleurs, c'était une revendication du management également. On l'a mis en place. Et ça marche. Et ça marche même bien, très bien. J'ai lu que vous avez embarqué ce que vous appelez les managers de proximité. C'est quoi les managers de proximité? Alors voilà une population qu'on appelle manager de proximité parce que c'est vraiment le premier niveau managérial. Ce sont des agents de maîtrise à qui on a confié un rôle d'encadrement. Et chez Enedis, ils représentent plus de la moitié de nos managers. Nous avons 5000 managers sur 35 000 salariés et 2700 d'entre eux sont des managers de proximité. C'est eux que les équipes voient quotidiennement. Les chefs au-dessus, ils les voient de manière plus espacée, mais ces chefs-là, ils les voient tous les jours. Donc ils représentent la direction. De leur qualité dépend l'adhésion des salariés à nos projets ou pas. C'est une population qui est issue à moitié du rang, c'est-à-dire qu'ils ont été embauchés comme techniciens, ils sont devenus managers par leur investissement dans l'entreprise, et pour moitié Bac+2, embauchés à Bac+2.
Et cette population elle est particulièrement intéressante parce que sa légitimité repose sur plusieurs facteurs. Un qui est fondamental pour eux et qu'on a eu tendance à banaliser dans les périodes précédentes, c'est la technicité. Si vous n'êtes pas suffisamment, pas expert, mais connaisseur du métier, vous n'embarquez pas les gens. La pédagogie et la capacité d'animation. Et donc, on travaille avec eux, avec ces 2700 managers proximité qui sont des gens loyaux, qui sont des gens qui aiment leur entreprise, qui sont des gens qui ont envie de bien faire. On les aide à gravir une compétence en management, à libérer les initiatives, à avoir les gestes managériaux les plus efficaces et ceux qui vont vers la responsabilisation et l'autonomie. Arnaud, dans tous les exemples qu'on passe en revue là depuis plusieurs mois, et c'est ce qui ressort là aussi quand on parle de responsabilisation ou de manager de proximité, c'est que finalement la transformation managériale, souvent elle vient du terrain. Est-ce que c'est le seul moyen d'avoir une transformation qui finalement soit réussie ? Alors, je dirais pas que c'est le seul moyen, parce que même en général, elle part pas du terrain. Par contre, elle peut pas se faire sans le terrain. Ouais. Et donc non, c'est en fait la transformation, c'est un. Et Gérard l'a bien décrit, c'est un processus qui n'est pas figé. Donc en fait, vous avez un cap et une impulsion qui peut partir de la tête au départ, mais il faut qu'elle redescende sur le terrain. Il faut que du terrain, il y ait des remontées qui viennent alimenter la direction, etc., etc. Et on a finalement un espèce de processus ascendant-descendant qui permet de tracer un peu le timing de la transfo, parce que c'est un peu ce que tout le monde oublie, mais finalement, les hommes avec un grand H de l'entreprise, c'est eux les métronomes de la transformation. C'est ce qui fait qu'on arrive à avoir une transformation qui est calibrée dans le temps, qu'on ne va pas trop vite, qu'on ne va pas trop doucement, et qu'on est en capacité finalement de créer réellement le mouvement. Donc ça part pas du terrain, mais sans le terrain et sans la capacité à faire en sorte que la transformation s'implique finalement dans le quotidien des collaborateurs, là on perd tout et on est dans une espèce d'injonction conceptuelle, ce que je disais tout à l'heure en disant devenons agiles, et à la fin on s'agite plutôt que de devenir agile. Et comment on fait ensuite pour que ce soit durable ? Parce que ces managers-là, qui ont pris ces habitudes-là, à un moment ou à un autre, ils peuvent partir. Les DRH, bon là, vous êtes toujours là, mais ils peuvent partir aussi. Comment est-ce qu'on s'inscrit dans la durée ? Parce que c'est déjà un processus qui prend beaucoup de temps. Si au moindre changement de manager, ça tient pas ? Il y a quelques clés. Déjà, c'est hyper important que ce soit incarné. Donc les managers ont leur importance, quel que soit leur niveau, pour incarner cette transformation. On ne peut pas les éliminer de l'équation, au contraire. Sans ça, ça part pas. Après, je dirais une chose, c'est une certaine pédagogie. J'ai eu la chance de travailler avec une banque où au bout de 5 ans, tous les managers étaient capables de ressortir exactement quel était le projet d'entreprise. Il était ultra simple. Une ambition, 3 objectifs, 6 chantiers. Et ils avaient extrêmement régulièrement porté par la direction un timing de où on en était sur les chantiers, etc. Ça, c'est une manière de faire en sorte que la transformation n'appartient pas aux dirigeants. Elle appartient à tout le monde y participe, et c'est comme ça qu'on embarque et qu'on met tout le monde dans la même temporalité. Ça évite le truc où on impulse 45 projets dont on ne comprend rien. Deuxième sujet, c'est des managers qui ne sont pas des relais mais qui sont des commandants. On entend beaucoup des relais, donc les managers, c'est ils cascadent, donc ils font ce qu'on leur dit puis ils cascadent. Ouais. Là où ça marche le mieux, notamment dans certaines boîtes du retail, c'est quand même quand on a des managers qui sont commandants, qui sont dans le cadre, mais qui ont une marge de manœuvre pour décliner à leur manière la transformation sur le terrain. Du coup, ils s'en emparent. C'est plus un sujet de direction, c'est leur sujet. Ils l'ont décliné, ils l'apportent vis-à-vis de leur équipe de manière concrète. Troisième chose, c'est que l'entreprise fasse son job, et c'est ce que décrivait Gérard sur on fait bouger le cadre, on fait bouger le contexte. Tant qu'on n'a pas fait bouger le cadre, les collaborateurs n'ont pas intérêt à bouger. Les managers n'ont pas intérêt à bouger tant qu'on ne leur a pas changé ce cadre-là en leur disant tu n'as plus la main sur l'avenir de tes collaborateurs, il va falloir que tu t'y prennes autrement. Tant qu'on n'a pas bougé ce cadre-là, les gens ne bougent pas. Et il y a beaucoup d'entreprises où on a juste l'injonction bouge, par contre le cadre ne bouge pas, il reste le même, et donc vous tapez la tête contre les murs sans finalement avoir un intérêt à réellement bouger. Et puis le dernier sujet après, c'est que finalement, tout ce travail-là permet d'avoir structuré quelque chose qui fait que si Gérard part demain, le chantier qui a été lancé, il le dépasse. Enedis, ils sont là-dessus depuis 2015. Donc c'est pas anodin. Et tout ça, c'est certes incarné, impulsé par des femmes et des hommes, mais derrière, comme le cadre a bougé et que chacun s'est emparé du truc sur le terrain, finalement, ça va dépasser Gérard, qui aura peut-être une statue chez Enedis pour ça, mais il n'empêche que voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant de ce point de vue-là. Gérard, on le disait, ça fait depuis 2015. Vous avez l'impression que c'est fini ou c'est jamais fini ? Non, c'est jamais fini.
c'est jamais fini parce que ce que dit Arnaud est très vrai, c'est qu'une transformation n'est réussie quand les hommes l'ont adoptée et donc quand la culture de l'entreprise l'a adoptée. Et c'est pour ça que ça prend du temps et c'est pour ça que le zapping est une très mauvaise chose. Il faut s'inscrire dans la durée sur un projet. L'opération sur les managers de proximité que l'on évoquait ensemble, puisqu'on a construit une politique en 2015, on la conduit inlassablement. Chaque année, on refait un point, on regarde ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, quelles nouvelles infections on peut donner. Il est important pour le personnel dans ce monde d'incertitude et où effectivement de nouveaux faits arrivent en permanence, que les démarches de fond soient stables, cohérentes et se prolongent dans le temps. Gérard Matencio, merci, directeur délégué de la direction des dirigeants, talents et dynamique managériale d'Enedis. Merci également à vous, Arnaud de Malocène, directeur du développement chez Boson Project. Évidemment, Arnaud, on se retrouve le mois prochain. Tout de suite, on va parler marketing de la génération Z.